Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel opus de Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries, où j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir, alors j'espère que je vais bien prononcer ton pseudo, Alien Hors Predator ou Aliénor Predator, C'est ça je ne sais pas. Voilà, merci d'être venu, bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Aliénor, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas? D'ailleurs, est-ce que tu as des réseaux sociaux, etc. On parlera un petit peu de tout ça, mais déjà, qui es-tu et un petit peu pour te présenter rapidement. D'accord, moi je m'appelle Aliénor. Oui, mon pseudo ne le laissait pas présager du tout. J'ai eu une chaîne YouTube, elle est toujours active, mais il n'y a que 3 vidéos dessus, qui s'appelle Aliénor Predator, mais allez-y parce que les vidéos sont qualitatives, hein. Elles sont très drôles. Voilà, c'est ça. Et sinon, je suis sur Twitter, même si je suis peu active en ce moment, toujours Aliénor Predator, et vous pouvez me retrouver surtout sur Discord, où je traîne dans pas mal de Discord comics. D'accord. Notamment, on peut les citer, The Crew et Comic City, peut-être d'autres. Oui. En tout cas, j'ai Comic Stuff que j'ai rejoint il y a pas longtemps aussi. D'accord. Je sais pas si tu connais, non, mais je connais pas celui-là. Voilà. Et oui, c'est surtout ces 3-là. D'accord. Ok. Donc Aliénor, voilà. Donc on va commencer par ton parcours de lectrice. Pour savoir un petit peu quelles sont tes appétences en termes de lecture au niveau du 9e art. Est-ce que ça a été la BD franco-belge comme de nombreux de mes invités par laquelle tu as commencé ou pas? Suspense. je te laisse commencer. Alors, niveau BD franco-belge, je me rappelle que mes parents avaient les Astérix, les Tintins, et j'en lisais de temps en temps, mais j'étais pas fan plus que ça. Vraiment, le moment où j'ai basculé vers tout ce qui était BD, c'est avec le manga. Donc, D'accord. je me rappelle quand j'étais en primaire, j'étais fan de Naruto. Sauf qu'après, je suis rentrée au collège, j'ai pas de chance. Je rentrais après la diffusion de Naruto sur Game One. Donc, ça fait que je me suis acheté tous les tomes. Qui étaient déjà sortis à l'époque où j'avais 10-11 ans. La frustration aidant, t'es passé directement... C'est ça, j'étais tellement frustrée, je voulais connaître la suite, et ça fait que je me suis lancée dans Naruto. Après, je me suis lancée dans des mangas comme Hunter x Hunter, Death Note. Donc vraiment, à la base, je suis plutôt une lectrice de manga. Même la BD franco-belge, aujourd'hui, j'en lis pas tant que ça. D'accord, donc ça t'est venu, effectivement, le manga en première vraie lecture, finalement, du 9e art. Et donc plutôt des lectures shonen, apparemment, au début. Oui, même si j'ai lu quelques shoujo, genre par exemple Nana. Mais je crois que c'est un des seuls que j'ai lu. Mais sinon, même encore aujourd'hui, je suis à fond dans My Hero Academia. J'ai lu tout Demon Slayer. Je suis plutôt shonen. D'accord. Ok. Et donc ça, j'imagine. Alors, est-ce qu'au cours du temps, ça a changé un petit peu, ou quand est-ce que le comics est apparu dans ton champ des lectures? Alors, le comics est apparu dans mon champ de lecture avec Walking Dead. Parce que j'ai commencé en 2016, parce qu'il y avait eu la saison où il y a le plot twist sur qui Negan va tuer. Sauf que j'étais frustrée, je voulais connaître la suite, et ça fait que j'ai acheté après les comics. Je savais que les morts étaient pas exactement pareils, je m'étais renseignée un peu, et ça fait que j'ai enchaîné les comics, et j'ai abandonné la série par contre. Ah oui, donc, ok. Du coup, t'as pas continué la série. Alors moi, j'ai pas vu la série, mais qui a priori diverge pas mal au niveau du scénar. Du coup, je connais pas la fin de la série. Mais ça, j'ai commencé donc à lire en 2016, Walking Dead. Par contre, je me considérais pas comme lectrice de comics en particulier. Et c'est vraiment en 2018 que j'ai commencé à lire du comics, parce qu'il y a eu le film Infinity War. Donc vraiment, quand on dit que les adaptations ne font pas des lecteurs de comics, moi, ça marchait. Oui, apparemment, ouais. Il y a eu Infinity War et je suis sortie de la salle chamboulée, et je me suis dit, je veux
connaître qu'est-ce qui a inspiré ce film. Panini n'avait pas encore ressorti tout ce qui était Infinity Gauntlet et c'était en rupture de stock. Donc ça fait que je me suis retranchée vers Planet Hulk, qui était une de mes premières lectures Marvel et j'ai vraiment adoré. Donc ça fait que dans un premier temps, j'étais vraiment dans Marvel. J'ai lu Planet Hulk, Thor Ragnarok. Après, j'ai eu Infinity Gauntlet, La quête de Thanos. J'ai lu du Spider-Man, donc Spider-Man Blue que je trouve exceptionnel. Et ça fait qu'après, je me suis un peu lassée de Marvel. J'ai commencé à aller chez DC. Et bien évidemment, je n'ai pas commencé par Batman. J'ai commencé avec Green Lantern. Pourquoi pas, hein. Et du Superman. Donc, et après, je me suis un peu lassée de DC et je me suis lancée dans l'indépendant de manière totalement fortuite. Un jour, je vais chez mon libraire. Je vois qu'il y a un tome à 10 €. C'était Gideon Falls. Et je demande à mon libraire, est-ce que c'est bien? Il me fait, je sais pas. Et je l'ai quand même acheté. Le libraire qui n'était pas au courant, qui n'avait pas encore lu. Bon, non, il a tellement bien vendu que je l'ai acheté. Et c'est vrai qu'après, j'achète de tout. Autant du Marvel, du DC, de l'indépendant. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans les comics. Pas vraiment de préférence finalement. T'as finalement touché aux 3 principaux univers, hein, faut dire ce qui est, donc les Big Two et l'indépendant. Et donc c'est marrant ce parcours parce que du coup à chaque fois donc t'as été finalement introduit aux médias, que ça soit le manga ou le comics, finalement par des séries ou des films. C'est assez marrant. Et est-ce que t'as pu revenir aux séries, ou est-ce que c'est fini maintenant, tu t'as plus envie de découvrir, tu préfères regarder le matériau initial, parce que je sais qu'il y a multiples adaptations de comics en série, hein. Il y en a eu plusieurs, hein, The Boys, Sandman, il y a eu aussi Jupiter's Legacy, avec plus ou moins de succès, Lock and Key, Sweet Tooth, enfin, il y a eu plein d'adaptations. Du coup, ça t'a donné envie de tester, ou plutôt de lire directement le comics? Je fais de tout. En soi, j'ai une carte UGC limitée, donc le cinéma, j'y suis toutes les semaines. J'ai Disney+, Amazon Prime, Netflix, j'ai même Crunchyroll pour les animés. Donc ça fait que même les séries, par exemple, il y a Sweet Tooth que j'ai regardé, j'ai beaucoup aimé la saison 1, j'ai pas encore vu la saison 2. Et je pense que je vais aller vers le comics. Par contre, The Boys, j'ai pas encore été vers le comics parce que le format omnibus, et je déteste le format omnibus. Ça existe aussi en souple, il me semble. Oui, faut que je les achète en souple, mais ça me donne moins envie qu'une belle édition de luxe. C'est vrai que pour le coup, Panini a fait le chemin inverse. C'est qu'ils étaient déjà sortis en format de luxe avant de repasser en format souple. Et puis en format... Enfin bref, la politique de Panini nous étonne toujours. Mais bon, moi je les avais lus, The Boys, en médiathèque, au format du coup de luxe, parce que ma médiathèque les avait. Trop bien. Ouais, en fait ma médiathèque, ce que j'ai comme chance, c'est qu'elle a beaucoup de titres que je n'ai pas lus, parce qu'elle se concentre quand même beaucoup sur du DC Comics que je n'achète pas. Donc ça me permet justement de profiter de lectures que j'aurais pas pu prendre, etc. Parce que moi j'ai fait le choix de me concentrer quand même vraiment beaucoup plus sur Marvel que sur le reste. Ce qui n'est pas ton cas. Toi, tu t'intéresses. C'est pas mal aussi, hein. Mais du coup, ton portefeuille peut-être est moins. Quoique, je sais pas. Peut-être aussi, je limite les achats, mais c'est vrai que c'est compliqué des fois. Surtout en ce moment, avec toute la déferlante qu'on peut avoir de titres, parce que on sait que Panini inonde, mais les autres éditeurs ne sont pas en reste. Ils proposent beaucoup de choses. Quand on sort un petit peu des Big Two, il y a encore beaucoup de choses qui sont proposées. D'accord. Et donc le manga que tu continues toujours, voilà. Oui. Et la BD franco-belge, avec les lectures que tu as eues effectivement enfant, avec les classiques, est-ce que tu as eu envie à un moment donné de retenter l'expérience, ou ça fait encore une case et ton portefeuille n'a plus de place pour ça? D'un côté, le franco-belge, des fois quand je vois le prix pour une BD qui est vraiment
très fines, non merci. Et je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Les Tintins, ou les Astérix, je peux les lire chez mes parents. Et il y a Black Sad qui aurait pu me tenter, mais j'ai déjà trop de séries en cours, j'ai déjà trop de comics, j'ai déjà trop de lectures, donc peut-être un jour. D'accord. D'accord, ok. Non, mais après, voilà. Il faut faire des choix dans la vie. On est obligé de faire des choix. Et encore, je trouve que tu n'en as pas fait beaucoup parce que entre toutes les plateformes que tu possèdes, plus, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et donc, comme tu as commencé avec Naruto, etc., donc plutôt dans les années 2000, du coup, de 2000 et 2016 pour le comics, comme tu l'as dit, 2016 plus 2018, donc plutôt une lectrice assez récente finalement de comics. Oui, pour les comics. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités et du coup, on développera aussi par rapport à ce que tu lis. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé, alors quand tu lisais du manga, je pense pas parce que du coup, c'était plutôt à la mode le manga quand tu l'as lu au collège, etc. En tout Pas cas, spécialement. pas spécialement. J'étais dans un lycée catholique privé et j'étais une des seules. D'accord, ah oui, je pensais pas. Donc comme quoi, ouais, j'avais des a priori. Je crois que c'est encore un peu plus tard, c'est les générations d'après que ça s'est vraiment Encore développé, après j'ai l'impression. D'accord. Et du coup, dans ton parcours de lectrice, est-ce qu'il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui t'a dit, mais là, ce que tu lis, ils se bagarrent ou ils ont des slips par-dessus leurs pantalons, c'est pas pour les enfants tout ça ça t'est arrivé? Si. Oui, non, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout de la part de ma mère, parce que ma mère, D'accord. d'un côté, je critique pas parce qu'à chaque fois que j'ai demandé un manga ou un comics pour Noël ou mon anniversaire, elle me l'a toujours offert. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu la réflexion, bon, c'est quand que tu passes à des vraies lectures, maintenant c'est bon, t'es plus une gamine, donc faut arrêter ce genre de... Enfin, voilà, elle comprend pas spécialement, même si j'ai réussi à la mettre à Fable récemment. Ah, mais Fab, c'est bien. Oui, et ça va pour l'instant, elle aime bien. Mais oui, j'ai déjà eu la réflexion plusieurs fois. Et c'est vrai que même quand je me ramène au travail avec mes comics ou mes mangas, on me regarde toujours un peu bizarrement, genre la geek de service. Mais je crois que la réflexion, par contre, que j'ai eue le plus, c'est pas t'es trop vieille pour ces conneries. C'est en mode, surtout pour les comics, pas que les mangas, mais en mode les comics, c'est pas pour les femmes. Même quand j'avais ma chaîne YouTube, j'ai déjà eu des commentaires. Une femme qui lit des comics, lol. Mais oui, C'est surtout ça que j'ai eu. Ouais. Et effectivement, le lectorat féminin est assez peu présent. En tout cas, de base, c'est aussi peut-être sûrement un cliché qu'on propage, hein, effectivement, qu'il y ait assez peu de femmes qui sont intéressées par ce genre de lecture. La preuve en est que c'est faux. Surtout que tu as commencé avec Walking Dead, qui est pas forcément une lecture genrée, si je peux exprimer ce terme, parce que bon, il y a des personnages masculins, féminins, de tout bord. Par contre, effectivement, dans le super-héros, on a cette tendance à avoir plus de super-héros masculins. Mais du coup, je vais rebondir sur ta question, sur cette réflexion plutôt. Et qu'est-ce que tu réponds à ces personnes parce que j'imagine que ces personnes ne se posent pas la même question quand elles vont voir un film de James Bond ou autre, qui est du coup aussi bien masculin que féminin. En tout cas, je pense pas qu'il y ait une dichotomie très forte à ce niveau-là. En soi, je leur réponds, je sais pas quoi, je sais pas ce que je dis globalement, mais c'est vrai que dans l'idée, pour moi, je peux lire ça ne m'empêche pas de lire par exemple du Batman, du Superman, alors que c'est un héros masculin. C'est pas parce que je suis une femme que je dois lire des bandes dessinées où le héros est forcément une femme. Ça n'empêche pas que dès lors que c'est une bonne histoire, ça peut plaire autant à un public masculin que féminin. Donc là-dessus, je comprends pas le fait de genrer des lectures. Du moment qu'une histoire est bonne, elle reste bonne. Après, c'est chacun ses goûts, mais c'est pas forcément en fonction du genre de la personne. Oui. Oui, c'est ça effectivement, on a cette réflexion de plus en plus forte maintenant. En disant, oui, mais on peut pas. Un homme doit forcément s'identifier à un homme, une femme à une femme.
voire même on descend au niveau comment dire, de la sexualité. Un homosexuel ne peut pas lire un héros si c'est hétéro. Enfin bref, que des choses comme ça. Alors qu'au final, comme tu l'as dit, une histoire est bonne ou pas bonne. Peu importe finalement quelles sont les préférences de chacun, quelle est la couleur de peau, quel est le sexe. Finalement, c'est une bonne histoire reste une bonne histoire, quel que soit notre propre identité. Ouais. Mais ça, on a tendance à diviser au lieu de rassembler, alors qu'effectivement, il n'y a pas de... Comme avec le manga, il y a le shoujo qui est pour les femmes, le shonen qui est plus pour les hommes, mais en soi, je connais des hommes qui lisent des shoujo et ça pose aucun souci, et moi j'ai toujours lu plus du shonen, voire du seinen, et ça pose pas de souci. Mais c'est bizarre, j'ai quand même eu beaucoup moins les réflexions avec les mangas, parce que je pense que c'est plus répandu, il y a les animés, qu'avec les comics, parce que c'est vrai que même l'autre fois, j'ai emmené une amie faire les comics avec moi. Non, visiblement, elle comprenait pas. Elle était là. C'est moi ou c'est toujours les mêmes personnages, c'est toujours les mêmes histoires? Et j'ai fait, non, je vais t'apprendre. Oui. Ah, ouais, d'accord. Ouais, c'est comme quoi certains clichés ont la peau dure, ouais, effectivement. Alors que, moi, je sais que moi, un film que j'ai beaucoup apprécié, c'est Wonder Woman, par exemple. Pour le coup, le premier. Oui, le premier. J'ai pas vu le deuxième. On m'a dissuadé on m'a dissuadé de le voir. Du coup, voilà, devant la levée de bouclier, non, je ne l'ai pas vu. Oui, le premier. Et pourtant, je suis bien loin de m'identifier à Wonder Woman. Voilà. Mais non, donc ouais. Donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, je pense que là, avec la lecture que tu nous as préparée pour ce soir, je pense que ça va aborder un petit peu tous ces thèmes. J'imagine. Moi, je ne connais pas ce titre que tu vas nous présenter. Et il s'agit, normalement, si mon PowerPoint fonctionne, il s'agit de Sweet Paprika. Sweet Paprika de Mirka Andolfo. Alors, j'ai préparé mes petits comics parce que donc Sweet Paprika, c'est à la base un fumetti. Donc, une bande dessinée italienne, parce que c'est écrit et dessiné par Mirka Andolfo, qui en soi a travaillé chez les Big Two, qui a travaillé, je sais, chez DC Comics. Et notamment, ça a été publié chez Image Comics. Donc, c'est comme ça que je l'ai découvert entre juillet 2021 et septembre 2022. Donc, c'est plutôt récent. Dans le format floppy, là. Donc ça, c'est une couverture de Stepan Sejic. Voilà. Mais... Donc on reconnaît. J'adore le style de Mirka Andolfo. Et en France, parce que là, aux États-Unis, c'était une version couleur. Par contre, en France, on l'a en version plutôt format fumetti. Donc c'est un format qui se rapproche un peu plus du manga au niveau de la taille. Par contre, on l'a en version... noir et blanc. Donc plus ça peut plaire à un lectorat de manga, je pense. Et je précise que ce comics, comics, je vais l'appeler comme ça, m'a été recommandé par un homme. Comme quoi, voilà. Comme quoi. Et parce qu'il faut préciser que c'est donc une autrice. Mirka, c'est un prénom féminin. Oui. C'est pas évident, hein, mais oui. Donc c'est bien écrit et dessiné par une femme. C'est bien ça. C'est écrit et dessiné donc par Mirka Andolfo, qui est une autrice italienne. Et juste globalement, Sweet Paprika, de quoi ça parle? Donc ça parle du personnage de Paprika, qui est une diablesse, parce qu'on est dans une société où il y a des anges et des démons. Et Paprika, elle travaille dans une grande maison d'édition. Et on va dire que c'est un bourreau du travail, mais pas des cœurs. Parce qu'elle a une main de fer et elle inspire plus la terreur à ses collaborateurs qu'autre chose. Mais quand on perce un peu sa carapace, au fait, on se rend compte que c'est une personne un peu au bord du gouffre qui a des traumatismes en soi liés à une éducation puritaine, liée du coup à tout ce qui est dépression familiale qui l'empêche d'accepter certains désirs.
Et aussi, on apprend qu'elle a vécu une relation assez toxique avec son ex-fiancé. Et en gros, le récit va nous montrer déjà comment Paprika va évoluer, comment elle va affronter tout ça. C'est un peu une sorte de thérapie. Et le principe de l'histoire, c'est que Paprika va rencontrer un diable qui s'appelle Zaatar. D'accord. Et elle va avoir le coup de cœur. Sauf que vu qu'elle a certains traumatismes, elle a du mal à accepter ses désirs, elle a du mal à créer des liens sociaux, elle va se faire coacher pour essayer de séduire Zaatar par un ange qui s'appelle Dil et qui est assez stupide, mais par contre qui est expert en... Voilà. En drague. C'est Hitch. Pas qu'en drague, mais voilà. Pour tout dire, il se fait appeler Dildo. Voilà, ceux qui parlent anglais sauront de quoi je parle. Et ça fait que là, on a un pitch assez classique en soi de comédie romantique. Mais contrairement à certaines comédies romantiques, par exemple, je vais prendre l'exemple de 50 nuances de Grey, parce que les deux se passent dans un milieu de l'édition. Et il y a un côté, parce que dans Sweet Paprika, il y a quand même un côté assez coquin. D'accord. Mais au moins, contrairement à des comédies romantiques, par exemple, comme 50 nuances de Grey, là, on a des personnages qui sont très bien écrits. Là, vraiment, Paprika, on peut facilement s'identifier à elle. On sent qu'elle a un passé, on sent qu'elle a un vécu, on sent vraiment ses problématiques. Et en tant que femme, il y a vraiment certains petits points, on se dit... Oui, non, mais c'est vrai, on a déjà vécu ce genre de choses et on voit comment elle va évoluer, comment elle va essayer d'accepter ses désirs, essayer de créer du lien social, comment elle va essayer d'évoluer. Et ce qui est bien, c'est que même le personnage de Dil, pourrait juste être considéré comme un fuckboy, enfin du coup un dildo, et lui aussi est très travaillé et on apprend, on découvre aussi certaines problématiques, comme quoi il a un problème avec son père qui l'étouffe assez, qui veut pas qu'il prenne son indépendance, le fait que vu que les femmes le prennent pour un objet, il se sent seul, personne veut créer de lien avec lui. Donc ça fait que ces deux personnages vont se retrouver pour un coaching et ils vont créer des liens et c'est vrai que le comic c'est assez intéressant là-dessus, c'est pas juste une histoire une histoire coquine, c'est a bien développé quoi. Là, il n'y a pas une couche superficielle parce que effectivement, ça pourrait être une couche un petit peu superficielle comme tu le dis. Une histoire finalement assez classique de personnes qui je l'ai pas lu, mais du coup ce pitch me fait penser à d'autres comédies romantiques où on a effectivement, on se doute qu'à un moment donné, il peut y avoir attirance entre le coach et le coaché, et la coachée pour le coup. Mais donc ça va plus loin. Donc chacun, en tout cas, ce que tu disais, effectivement, les personnages sont bien écrits. Ce qui fait plaisir. Voilà. C'est ça. C'est pas du roman de gare, quoi. Oui, et ce qui est drôle, c'est que l'autrice l'a dit elle-même. En gros, le personnage principal, c'est Miranda Presley du Diable s'habille en Prada. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Donc c'est vrai que ça change du personnage principal des comédies romantiques. En général, c'est la jeune ingénue qui arrive dans l'entreprise, qui est très naïve. Et là, c'est vraiment une personne qui est Miranda Presley, qui inspire la terreur à tout le monde, qui a du vécu et qui a certains traumatismes et qui doit régler certaines problématiques. Et ça fait que, en plus, il y a que ce soit Paprika ou que ce soit Dil, il y a tous les deux un rapport un peu conflictuel avec le personnage du père. Autant Paprika qui était élevé dans une tradition assez puritaine parce que on est dans une société où il y a des anges et des démons et les anges ont des préjugés sur les démons et les démons ont des préjugés sur les anges. Donc ça fait que le père de Paprika, pour essayer de combattre les préjugés sur les démons un peu dépravés, il a éduqué sa fille pour qu'elle repousse toute pensée un peu coquine, un peu sexuelle. Ah d'accord. Oui, quand je dis que c'est coquin, c'est un peu coquin. Hein. C'est pas pour les enfants. Hein. D'accord. Là, on n'est pas trop vieux pour ces conneries.
effectivement, moi j'ai pris, je peux le remontrer d'ailleurs, j'ai pris une planche, et qui du coup doit être plutôt soft, parce que j'ai pas, pas constaté, voilà. Elle Oui, parle avec, c'est donc ça. on a ce personnage principal, hein, effectivement, de Paprika, et puis qui doit parler avec un de ses collègues, hein, j'imagine. Mais c'est tout ce que Oui. j'ai pris. J'espère que ça ne spoil pas trop. En tout cas, c'était pas le but. Non, non, ça c'est dans le premier chapitre et c'est une des premières apparitions de Paprika, donc non. D'accord. Donc, Mais franchement, c'est quand même un comics qui, je pense, peut plaire autant au public masculin que féminin. Et c'est vrai que bah, c'est un homme qui me l'a présenté. Et au début, quand il m'a présenté le comics, je l'ai regardé, je fais espèce de pervers. Vraiment. Ah oui. Je me suis dit, c'est quoi que ce truc que tu veux me faire lire? Et au final, je l'ai lu et j'ai été vraiment choquée de voir que c'était quand même plus profond qu'un triangle amoureux sous fond de de qui est un comédie peu romantique de comédie classique. romantique un peu coquine. Et du coup, alors, tu disais qu'effectivement, il y avait cet antagonisme entre les diables et les démons et les anges. Du coup, j'imagine qu'il y a aussi un message, outre ce que tu dis, hein, que le père l'a éduqué finalement comme un ange ou pas, j'en sais rien. D'ailleurs, je sais pas du coup si cette particularité de cet univers entre les démons et les anges sont vraiment représentés, parce que ce que tu dis sur le personnage de Paprika, finalement, bon, elle a une main de fer et pas dans un gant de velours apparemment avec ses collègues. Non, pas du tout. Mais est-ce qu'il y a des comportements, du coup, est-ce qu'on reconnaît les démons par leur comportement, les anges par leur comportement, ou finalement c'est plus subtil que ça, et que quand bien même ils soient de l'un ou de l'autre des bords, ils ont leur propre personnalité, leur propre vision de la vie, et ils évoluent de leur manière. En soi, c'est plus subtil que ça parce que on nous fait comprendre à plusieurs moments dans le comics que chacun ont des préjugés. Donc les anges ont des préjugés sur les diables et les diables ont des préjugés sur les anges. Mais en soi, c'est dans les personnages qui nous sont présentés, c'est pas caricatural. Certes, Paprika et Zaatar, donc son love interest, sont tous les deux des démons qui sont très durs au travail, qui sont vraiment des terreurs. Mais c'est vrai que après, même au niveau des anges, c'est vrai qu'il y a Dil, du coup, qui est considéré comme un objet. Il y a des personnages lesbiennes dans les anges. Après, Ouais. c'est vraiment c'est qu'il y a de tout. Et il n'y a pas d'humains normaux, entre guillemets, si je peux exprimer cette expression. Il y a vraiment les anges et les démons. Il n'y a pas de troisième voie. C'est vraiment la société divisée entre ces deux populations. C'est bien ça. Et ça, je serais curieuse de savoir ce que l'autrice dirait, parce qu'il y a juste un moment dans le comics où ils vont visiter des catacombes et il y a le personnage de Paprika qui dit pourquoi dans les catacombes on ne retrouve jamais d'ailes ou de cornes de diable. Et je me dis, c'est que tous les humains sont morts. Donc il y aurait un petit message en plus. Oui, ça va être intéressant, effectivement. C'est pas dit clairement, mais je me suis dit, bon, c'est sympathique. L'apocalypse après, ouais. Donc après voilà. les survivants, d'accord. Et ok. Et donc toi, tu as lu les deux versions, donc en anglais en couleur et en noir et blanc. Et du coup, est-ce que l'un et l'autre peuvent se lire, mais est-ce que tu as une version que tu préfères? Est-ce qu'il y a des détails qui sont plus intéressants avec la couleur ou avec le noir et blanc, ou même le format, parce que effectivement entre un format floppy, un format un petit peu condensé, j'imagine que ça doit pas être aussi la même lecture. J'ai préféré ma lecture en anglais parce que vraiment les couleurs, bon là c'est une couverture en noir et blanc, mais même au niveau des couleurs, je les trouve assez réussies, je les trouve très belles et je trouve qu'elles apportent quand même énormément de charme au niveau des personnages. Donc j'ai trouvé que j'avais un peu perdu à la lecture en n'ayant pas les couleurs. Et j'ai eu quelques soucis avec certaines traductions.
Parce qu'il y a des petits jeux de mots et dans ma tête, je m'étais fait la traduction et je préférais la traduction que je m'étais faite moi-même. Mais en soi, la traduction n'est pas mauvaise. Hein. C'est jamais simple, hein, les traductions de jeux de mots et autres. Ouais. Et du coup, c'est publié chez quel éditeur en français? Tu as peut-être précisé, mais... Un éditeur qui ne publie quasiment plus de comics. Glénat. Glénat. Oui. Ah, mais du coup, c'est pas Glénat Comics, c'est Glénat tout court. C'est ça. Par contre, j'ai relu le comics et je l'ai fini de le lire hier soir. Par contre, je suis un peu déçue par l'édition parce qu'il y a déjà des pages. À un moment, je lisais, il y a une page qui commençait à s'en aller. Ah oui? Et sachant qu'il coûte il coûte 25 €. Là, j'avoue que l'édition française m'a un peu déçue. On n'a pas les couleurs. Le format, c'est du souple. Oui, il faut que j'aille de l'autre côté. Ouais. C'est du souple. Donc, après, c'est quand même un beau bébé. Mais c'est vrai que là, l'édition française m'a un peu déçue. Parce que c'est combien d'issues en anglais, du coup? C'est 12. 12. D'accord. 12 issues en anglais. Et oui, aussi, j'ai pas juste parlé du projet à la base, parce qu'à la base, Sweet Paprika, c'était Mirka Andolfo qui faisait des croquis qu'elle publiait sur Internet. Elle a commencé à faire le croquis, justement, d'une diablesse à lunettes qu'elle a renommée Paprika. Et régulièrement, elle faisait des croquis. Après, elle y a ajouté l'ange, Dill. Et elle était tellement attachée à ses personnages, parce que ça, elle a commencé en 2018, je crois, elle est dessinée. D'accord. Et ça fait qu'elle était tellement obsédée par ce personnage qu'elle a décidé justement d'en faire une bande dessinée. D'accord. Comme quoi, c'est marrant. Ouais. Ces personnages lui ont parlé, en tout cas. Ont évoqué quelque chose chez elle suffisant pour raconter une histoire. Mais c'est vrai que le design d'un personnage, une fois que tu l'as, c'est vrai qu'il parle, en tout cas. Et c'est vrai que cette diablesse à lunettes, je pense qu'il y a plein de fantasmes, etc., qui doivent trotter dans la tête de gens. Donc ça devait être un design assez intéressant. Donc, ouais. Et ok. Donc 25 € chez Glénat en noir et blanc, ou sinon en VO, j'imagine en floppy ou autre. Oui, ou en TPB. Ou en TPB, d'accord. Donc, mais voilà, donc je recommande fortement cette lecture. En plus, si même dans votre entourage, vous connaissez une personne qui a eu, par exemple, une relation toxique ou autre, c'est vraiment un comics qui peut aider, on suit un peu une forme de thérapie sur l'acceptation de soi, le fait de ne pas prêter attention aux préjugés par rapport au fait de ne pas prêter attention à la pression familiale. Et vraiment de s'émanciper, de s'accepter tel que l'on est, d'accepter ses désirs. Donc, franchement, je pense que la lecture peut être intéressante pour beaucoup de personnes. Et même, on parle de respect de l'autre, de comment construire une relation saine avec la communication. Et après, avec le mouvement MeToo, il y a quand même tout ce qui est histoire un peu de consentement, etc. Donc, vraiment, c'est un comics qui traite de beaucoup de thématiques assez d'actualité qui peuvent toucher un large panel de personnes. Des thématiques effectivement assez actuelles et dont on parle de plus en plus, parce qu'effectivement là tu parlais de relations toxiques ou du fait de ne pas s'affranchir de certains cadres, de certaines contraintes familiales ou autres. Oui, c'est des choses dont on parle de plus en plus parce que au final le plus important c'est d'être bien dans sa peau et de faire ce qui nous fait plaisir. Voilà. Donc, par contre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que c'était pas pour les enfants. Parce que donc il y a des scènes un peu olé a priori. Oui, après dans la version qu'on a en France et que j'ai lu moi, les scènes un peu de sexe, on en voit, mais c'est un peu explicite, mais on voit pas le dur du dur. Mais par contre, il y a la version comme du ecchi pour le manga. On peut voir des culottes, peut-être des choses comme ça, ou ça va. Oui, des fesses, on peut voir une paire de poitrines. On voit l'acte, mais pas. Ouais. On voit quand même, on sait ce qu'ils font. Mais par contre, il y a la version Hot Paprika qu'on peut retrouver. Je crois en Italie, ils ont eu la version Hot Paprika et en anglais. Donc la version Hot Paprika où là, par contre, sur les couvertures, c'était très explicite. D'accord. J'ai pu la feuilleter, c'était très explicite. Je ne l'ai pas acheté. Donc on peut choisir son niveau d'épice entre le sweet ou le hot.
Voilà, c'est selon les choix de chacun. Plutôt marrant d'ailleurs pour l'auteur d'avoir fait ce type de titre quand on voit un petit peu. Ouais, très intéressant. En tout cas, moi j'en avais beaucoup entendu parler. Ça avait beaucoup circulé à un moment donné sur les réseaux, notamment avec la dédicace qu'a pu faire l'auteur récemment. L'autrice récemment, je sais plus où elle était, mais elle a signé. Paris Fan Festival. Il me semble que c'était là, oui. Mais j'ai pas pu y aller, j'étais dégoûtée, donc. Ah, ouais, oui, je comprends. Ouais. Bon, il y aura d'autres fois. J'imagine qu'elle revient parce que je ne sais pas si c'est une histoire du coup qui est complète ou une histoire qui potentiellement peut amener une suite. Est-ce que tu sais peut-être s'il y a quelque chose d'autre dans les tuyaux L'histoire est complète. Après, il y a quelque temps, il y avait eu un nouveau floppy qui était ressorti, mais c'était pas forcément écrit par Mirka, c'était écrit par d'autres auteurs qui ont fait des petites histoires. En soi, je pense que l'histoire en elle-même est terminée, mais je sais que Mirka adore ses personnages. Mais dans tous les cas, après, Mirka, elle travaille pour DC. Elle avait fait d'autres comics. Elle avait fait Control Natura, que j'ai pu lire et qui peut avoir un lien avec ton choix, étant donné que c'est une société avec des animaux un peu anthropomorphes. Et elle avait fait aussi Merci, que ça, je n'ai pas lu par contre. Il faudrait que je le lise. Oui. Contre Natura, effectivement, où on avait cette relation entre deux animaux qui ne devaient pas être ensemble. Effectivement, qui ressemble grandement au manga dont je vais vous parler. En tout cas, merci Aliénor pour cette review. Moi, donc, comme je disais, je l'avais lu, donc je feuilleterai à l'occasion ce titre. Je n'ai pas forcément eu le temps de le feuilleter. Mais je regarde. Mais c'est vrai que du coup, là, avec les planches que tu as montrées en couleur, c'est vrai que ça a l'air quand même aussi assez intéressant de voir ça en couleur. Moi, j'ai préféré personnellement. Mais bon, après le choix, je sais pas pourquoi Glénat a fait ce choix. Peut-être. Parce que en Italie, ils ont eu la version noir, blanc et avec des petites touches de rose de temps en temps, et je pense qu'ils sont vraiment collés à l'édition italienne. Ils sont calés sur cette édition, d'accord. Et en tout cas, il n'y avait pas de mots de l'auteur pour dire voilà, publiez ça. Je sais pas. Une fois, je vais me renseigner du coup sur cette autrice et voir ce qu'elle propose et ses inspirations. Mais j'avais aussi entendu parler de Control Natura. Ok. Eh bien moi, je vais vous parler. Hop, si j'arrive à remettre mon PowerPoint, je vais vous parler de Beastars. Voilà, de Paru Itagaki aux éditions Kiun. Alors Beastars, c'est assez marrant parce que tu parlais, je vais me remettre. Tu parlais de sociétés où il y avait deux populations qui étaient plus ou moins en bisbille avec des clichés sur l'un et sur l'autre et ce coaching entre deux personnages que tout peut opposer puisqu'ils sont pas du même sexe, de la même population, etc. Eh bien, Beastars te rejoint sur plusieurs thèmes. Alors Beastars, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un manga qui est sorti au Japon entre 2016 et 2020 et qui est paru en France en 2019, qui s'est terminé récemment, composé de 22 tomes quand même. Je n'ai pas tout lu, donc ma review ce sera uniquement sur les tomes que j'ai lus, donc c'est-à-dire entre 9 tomes à l'heure actuelle. Donc Beastars, ça se passe dans un lycée où effectivement on a des animaux, comme tu l'as dit tout à l'heure, des animaux anthropomorphes, et on retrouve deux populations, les herbivores, et les carnivores, avec tout ce que ça peut enclencher d'avoir une société où ces deux populations se côtoient. Le manga commence, du coup je vais spoiler un petit peu le début, mais le manga commence par un meurtre. Le meurtre de Thème à un alpaga, qui apparemment par un de ses camarades de classe. Donc il est tué et à ce moment-là, on se rend compte que dans ce monde où les personnages vivent, les carnivores ne mangent pas de viande. Ce qui est normal puisqu'il y a des herbivores qu'ils côtoient, donc ils ont des régimes particuliers. Et on fait la rencontre d'un personnage qui s'appelle Legoshi, qui est un loup gris. Un personnage un petit peu, solitaire, transparent, qui veut absolument pas faire de vagues, qui
qui n'est en rien l'image qu'on pourrait avoir du loup plutôt imposant. D'ailleurs, dans le manga, on le voit, il est très grand, il dépasse tous les autres personnages d'au moins une tête. Il est très musclé, il a des très grandes dents, mais il est au contraire assez placide et plutôt calme. Et sa vie va changer à un moment où il va, il fait partie d'un club de théâtre, du club de théâtre de l'institut de cet établissement, et donc il va faire le guet parce que suite au meurtre de Thème, la pièce de théâtre est fortement remise en cause, et donc Louis, qui est un cerf, la star du lycée, qu'on prévoit même qui deviendrait le futur Beastars. Voilà. Donc, on commence à mettre un petit peu quelques plans sur cette histoire qui comporte beaucoup de plots et qui vont se dérouler au fur et à mesure. Donc c'est un manga assez dense, beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Et donc Louis, qui va s'entraîner avec la nouvelle personne qui remplace Thème, va demander à Legoshi de faire le guet pour qu'il ne soit pas dérangé. Et à ce moment-là, Legoshi va sentir quelqu'un. Il va sentir une présence. Et il va foncer sur cette personne qui se trouve être un petit lapin, un lapin nain. Alors, j'utilise le terme femelle parce que c'est un peu bizarre d'ailleurs, on parle de femelle et de mâle et pas d'homme et de femme, forcément. Mais donc, il va tomber sur cette lapine et en la serrant pour pas qu'elle s'échappe, va lui blesser le bras et donc le sang va commencer à couler. Et à ce moment-là, les instincts du loup remontent. Il y a tout un changement qui se fait dans la tête de ce personnage où il ne sait plus trop où il en est en fait. Et à partir de ce moment-là, sa vie va complètement changer. Va complètement changer parce que, au fur et à mesure, il va avoir cette culpabilité d'avoir blessé un herbivore, lui qui a toujours été dans les clous, au contraire, qui n'a jamais voulu montrer sa force, jamais voulu épater les autres du fait qu'il soit un carnivore. Eh bien, il va changer au fur et à mesure et incidemment, il va rencontrer cette lapine et en tomber amoureux. Et vous doutez bien qu'un loup qui tombe amoureux d'une lapine, ça n'est pas très courant dans cet univers, voire même c'est assez bizarre puisque globalement, on voit bien que les animaux vont ensemble, les espèces avec les espèces. Voilà, il n'y a pas de les relations interespèces, finalement, ce sont des choses un peu bizarres qui peuvent exister, mais finalement qui n'iront pas jusqu'au bout parce qu'il faut perpétuer les espèces. Et donc, il y a tout un carcan aussi très très fort, outre le fait d'être un herbivore ou un carnivore, sur ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, etc. Donc, sans trop en révéler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, on va suivre ce personnage avec tous les clichés qu'on peut avoir du carnivore, de l'herbivore, de la société qui nous met dans des cases qu'on doit respecter ou pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne les respecte pas? Qu'est-ce qui se passe quand on déplace un peu le curseur à gauche ou à droite? Et ce manga est très très fort parce que je trouve qu'il réussit justement à nous montrer, comme je pense qu'il y a forcément un discours un peu méta, en quoi notre société se bride d'une certaine manière et en quoi notre société aussi pourrait être plus libre. Et puis un autre thème, et du coup qui est là plus dans le manga et pas trop dans notre vision, c'est sa nature propre. Est-ce qu'on peut la combattre? Est-ce qu'on ne peut pas la combattre? Quel choix on a par rapport aux actes et à notre mode de vie? Donc il y a tous ces thèmes qui sont développés dans ce manga et qui se déroulent au fur et à mesure avec toujours en toile de fond en tout cas là où j'en suis, ce meurtre qui plane, et puis d'autres agressions d'herbivores au fur et à mesure. On voit que c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, qui est assez courant finalement, dans une société où proies et chasseurs vivent ensemble. Je sais qu'on en a parlé un petit peu avant de commencer, que toi tu as vu l'animé, soit sur Netflix. Oui, sur Netflix. Avec ce superbe opening en pâte à modeler, il me semble, ou en tout cas en 3D, qui était plutôt pas mal. Franchement, que l'opening est vraiment très 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 bien. Et oui, je crois que c'est un peu, c'est un peu en effet stop motion, et que ce soit l'opening et même l'animation, parce que j'ai un peu feuilleté le manga
Et je trouve que le trait du manga, après tu pourras plus en parler que moi, est assez particulier, Oui. je trouve. Alors que c'est vrai que au niveau de l'animé, c'est très propre et c'est vraiment très beau. Et effectivement, Paru Itagaki a un style un peu particulier, très détaillé, mais avec un style qui peut peut-être un peu surprendre dans le milieu du manga actuel, qui finalement, je vais pas dire uniforme, mais on retrouve toujours un petit peu les mêmes problématiques. Mais le fait de passer à des animaux, le fait d'avoir des animaux de tailles différentes, a permis à cette autrice, je pense, d'exprimer beaucoup de choses. Et puis, il faut aussi, alors, ça n'est pas que la fille d'eux, mais son père est l'auteur de Baki. Baki, un manga pour lequel les déformations de corps sont assez assez présentes. Et je pense qu'il a dû quand même transmettre un petit peu à sa fille ce goût de la démesure et des proportions pas trop réalistes, mais qui rentrent bien dans le manga et qui permettent d'une certaine profondeur et une certaine comment exprimer, une certaine effectivement vision à tout niveau, parce qu'on dans cette société d'animaux, on a forcément des souris, donc qui sont très petits, et on peut avoir des éléphants qui sont très grands, et les deux cohabitent. Donc on a vraiment des choses très très intéressantes en termes de dessin et surtout en termes de comportement. Donc un manga qui est très très riche au niveau des thèmes. Alors par contre, comme je n'ai pas fini, j'espère que la fin se termine correctement et qu'il n'y a pas que ça ne retombe pas. En tout cas, là où j'en suis dans l'histoire, je trouve que il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés et donc c'est tel que j'ai pu les aborder. Et je me demande où est-ce que ça va aller. Et même s'il est catégorisé en tant que shonen, je trouve que les thèmes, parce qu'on retrouve aussi les termes du harcèlement scolaire, des premiers émois. Enfin, il y a plein de choses qui parlent. Alors, des premiers émois, sachant que ils sont au lycée. Donc entre 15 et 18 ans. Donc beaucoup de choses à ce niveau-là. Il y a plein de secrets, de choses à fouiller dans ce manga. Et les personnages sont aussi bien écrits. Ils sont vraiment pas unidimensionnels. Ils ont toujours une couche sur laquelle on peut creuser. Et je trouve ça aussi très intéressant. Et où t'en es ? Est-ce que tu connais l'identité du meurtrier ou pas encore ? Je viens de la découvrir. Ah ok, donc je suis à peu près au même niveau, au niveau de la saison 2 de Beastar. Après là-dessus, je te rejoins, je trouve que vraiment il y a des thématiques très intéressantes qui sont traitées. Au niveau de l'animé, je trouve qu'il y avait un côté assez sombre quand même. Je sais pas si ça si c'est retranscrit un peu dans le manga aussi. Pas forcément sombre. Alors, un peu, justement, c'est pour ça que le fait que ça soit en shonen m'a un peu troublé, parce que je trouve que on parlait tout à l'heure de Sweet Paprika avec peut-être des scènes un petit peu olé olé. Il y en a aussi dans le manga. Alors elles sont pas non plus explicites. Néanmoins, l'autrice n'hésite pas à montrer, à faire des pauses, à faire des situations qui sont quand même assez coquines. En tout cas, qui suggèrent des choses. Bon, donc, oui. J'ai trouvé ça aussi surprenant. Parce que je m'attendais pas à ça. En plus, c'est vrai que c'est pour le coup, c'est un peu bizarre en tant qu'humain de voir des animaux anthropomorphes pouvoir faire des choses ou pas. Enfin, c'est un peu aussi étrange. Mais oui, en tout cas, l'autrice ne se bride pas à ce niveau-là. Elle se donne pas de contraintes ou de limites. Si elle a envie de faire des scènes qui sont plutôt osées et voire même dures, n'hésite pas. Ce qui fait que moi j'aurais. Alors, c'est entre du seinen et du shonen quand même. Mais c'est vrai que c'est la catégorie finalement. On se dit, est-ce que c'est vraiment au bon endroit ? C'est sûr. Et aussi, il y a des thématiques qui sont un peu. Je trouve que les deux œuvres qu'on a choisies se répondent quand même, parce que les deux ont été écrits par des femmes. Les deux concernent des sociétés où ce ne sont pas des humains. Et avec des thématiques, et notamment, là, il y a la thématique avec les herbivores et les carnivores, parce que là, vraiment, comme Paprika dans le comics, qui essaye de cacher un peu sa nature, là, vraiment, les carnivores dans Beastars doivent aussi freiner leur nature.
Et sauf que certains n'y arrivent pas. Et après, il y a tout ce qui est thématique, des fois en dehors du lycée, avec des marchés noirs, des choses un peu sombres quand même. Oui, des choses un peu sombres et finalement qui se font aussi écho à notre société parce que nous, quand on creuse un petit peu, on n'a pas les mêmes désirs de viande, par exemple. Néanmoins, on peut retrouver des marchés noirs où on trouve des choses aussi qui sont condamnables. Voilà, ça existe. Et je pense que l'autrice a pris ce biais pour montrer que finalement, il y a un message derrière en disant que notre société, même si c'est tout beau, tout rose, en fait, quand tu sors un petit peu de la route éclairée, tu as des endroits, effectivement, comme tu l'as dit, très, très sombres et qui sont un petit peu, un peu surprenants, un peu violents, un peu, en tout cas, dont tu n'as pas l'habitude de voir comme ça. Parce que le manga c'est pas un manga d'horreur ou de violence, etc. Mais ce côté existe et il est présent, il fait partie de l'univers. Il y a des scènes quand même, des fois, elles sont assez dures quand même, je trouve, dans Beastars. Après, là, je vais pas spoiler, mais même il y a certains personnages, le personnage du cerf, le personnage de Louis, qui est assez intéressant parce qu'on se dit c'est un cerf qui a été élevé dans une bonne famille, qui est très fier, qui porte les valeurs de l'établissement, qui va être élu le Beastars. Mais quand on étudie son passé, oui, chaque personnage effectivement c'est à cet aspect où il y a ce qu'on montre et ce qu'on est finalement, et que ça soit effectivement Louis ou les Goshi ou même Haru, la lapine. Ils sont pas forcément tels qu'on peut les voir et quand on creuse derrière la surface, on voit qu'il y a quelque chose d'autre et je trouve ça c'est toujours plus intéressant quand on a cette vision plutôt qu'un personnage qui pourrait être juste unidimensionnel, parce que Louis, comme tu l'as dit, effectivement c'est les valeurs, c'est la justice, c'est la flamboyance, mais en fait quand tu creuses et tu vois ce qu'il y a derrière, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais... Et ça, c'est pour tous les personnages, parce que le personnage de Legoshi, qui nous est montré quand même très droit, il y a quand même des moments où on sent qu'il essaye de lutter contre en soi sa nature profonde de carnivore. Il y a l'aspect que les herbivores, des fois, en ont marre d'être un peu des victimes. Même s'ils sont dans une société où ils ne s'attaquent pas, ils ont quand même peur. Ils ont quand même peur de sortir. C'est ça, il y a toute cette crainte et parce que même si les deux se côtoient, finalement, les amitiés entre les deux sont rares et finalement il y a toujours ce rapport de proie et de chasseur qui existe, quand bien même ils se côtoient tous les jours et il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Oui, la confiance n'est pas forcément là à 100%. Oui, tout à fait. Et surtout parce que on est sur une société finalement où et même la nôtre, où ça peut déraper très très vite finalement. Il suffit pas grand chose pour que ça devienne tout de suite dramatique. Et là forcément, comme on a comme tu disais, des personnages qui sont de par nature carnivores, on sait et qui ont naturellement des armes pour se défendre, pour chasser, que ce soit les griffes, les dents, les muscles. Effectivement, les herbivores sont vraiment pas en confiance. Et on le ressent très très bien dans le manga. Il y a vraiment cette notion où quand d'un clin d'œil, on peut changer la situation et voir ce qui se passe. C'est vrai que c'est assez bien traité, et vu qu'ils n'ont pas les mêmes attributs physiques, c'est vrai que même s'il y a du respect, comme tu l'as décrit, la scène avec la lapine, même si le carnivore veut être droit il suffit juste même des fois d'un coup de patte, et c'est vrai qu'un loup versus une souris... Ouais, c'est ça. On peut pas lutter. Voilà. Et je me rappelle en plus qu'il y a certains carnivores, par exemple, je crois que c'est le maire qui a, je sais plus s'il a limé ses dents ou quoi que ce soit. Il y a même des carnivores qui essayent de montrer d'autres attributs pour changer leur image, pour changer du coup le message qu'ils renvoient. Tout à fait. Le maire, qui est donc un lion, s'est fait poser un dentier.
pour remplacer ces dents. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que quand tu y penses, tu dis ouais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une image renvoyée. Et du coup, c'est forcément une image parce que ils sont l'animal et l'animal il a un symbolisme très fort. Parce que le symbolisme des animaux n'est pas, par rapport à nous, ce qu'on peut en connaître, n'est pas changé. Finalement, le lion, le tigre, le loup, voilà, reste des carnivores avec les images que nous aussi on a ancrées en nous par rapport à ces animaux. C'est vrai que l'autrice là-dessus, je trouve que c'est très intelligent ce qu'elle a fait parce que vu qu'on reprend des animaux qui sont connus, donc même si elle caractérise pas l'ensemble des personnages, forcément nous on arrive déjà avec des a priori sur chacun étant donné que ce sont des espèces différentes et je trouve qu'elle gère très bien ce côté-là parce qu'elle n'a pas forcément besoin, elle nous en donne suffisamment, mais il y a certaines choses que nous on va avoir instinctivement de par le fait que ce sont des carnivores, des herbivores. Et oui, non, franchement, j'ai hâte de voir la saison 3, du coup. Ah. Mais... Du coup, ouais, je sais pas du tout si elle est annoncée ou pas. Du coup, là, j'ai pas de date. Sachant que le manga est terminé depuis 2020 au Japon, il me semble. En tout cas en prépublication et après en 2021 en format collecté. Et qu'il y a aussi des tomes spin-off qui complètent l'univers. Donc je sais pas. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu comment tout ça va évoluer et surtout que là il y a des moments clés et on se dit qu'est-ce qui va se passer. Alors j'espère que les moments clés n'amorceront pas des essoufflements de l'histoire parce que c'est vrai que 22 tomes et pour que l'histoire tienne sur 22 tomes, ça peut être compliqué. Il faut que l'histoire tienne de bout en bout. J'ai pas eu de retour négatif sur la fin de Beastars. Autant il y a certains mangas, par exemple Promise Neverland ou même d'autres, j'avais déjà des retours négatifs, mais ça, Beastars, ouais. Après, je crois qu'on en est à peu près au même niveau, donc je sais pas du tout, mais j'ai jamais eu de retour très négatif. Mais en même temps, c'est pas la série la plus lue non plus, même si elle est assez populaire. Effectivement, elle est connue, et je pense que l'animé a grandement aidé, comme tous les animés, hein. Tu disais toi-même, l'animé, une fois que tu as fini la saison 1 et que tu n'as pas la suite, tu as envie de lire, de savoir et tu lis le manga. Et ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie du catalogue Kiun sur une édition qui est vraiment plutôt pas mal. Hein. Du coup, une édition qui est assez propre. En tout cas, je trouve qu'elle est... En plus, l'autrice n'est pas avare en bonus. Il y a des petits bonus, il y a des sous les jaquettes, il y a aussi d'autres petites blagues. Donc il y a pas mal de petites choses à découvrir sur cet univers et c'est vrai que j'ai envie de savoir la suite. Oui, je te comprends. Mais c'est vrai que autant il y a certains mangas, quand je regarde l'animé, après je me dis bon, je veux connaître la suite et je commence à lire la version papier. J'ai fait ça pour Demon Slayer, mais ne le faites pas, restez à l'animé, c'est tellement mieux. Et même là pour Blue Lock, c'est un manga de foot. Pourtant, je suis pas foot, hein. Mais là, j'en pouvais plus, il fallait que je connaisse la suite. Par contre, Beastars, non. C'est un truc que je veux savourer. Je pense que je vais continuer en animé. Mais ouais, j'ai hâte de savoir la suite. À suivre, effectivement. En tout cas, moi, je vais continuer sur... moi, je suis plutôt manga qu'animé. Mais même si je n'ai pas lu Demon Slayer, mais j'ai vu les animés. Comme quoi. Ah, mais Demon Slayer, c'est l'exception, hein. Parce que j'ai lu le manga et j'ai vu l'animé, mais l'animé est tellement mieux. Déjà, les musiques sont épiques, l'animation est incroyable, alors que le manga, les dessins sont pas terribles, hein. Les scènes de combat sont moches, hein, mais... je sais pas, je n'ai lu que le premier tome du manga. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu le truc, c'est que cette autrice, on parle aussi d'une autrice pour Demon Slayer. C'était sa première œuvre, ou quasiment sa première œuvre, en tout cas celle qui a vraiment bien marché, peut-être trop bien marché malheureusement, qu'il a un petit peu peut-être, je crois qu'elle a eu des gros problèmes, limite burn-out avec ce manga. Mais bon, en tout cas, l'animé fonctionne bien. Mais j'ai pas vu à partir du Train d'Infini, moi j'ai pas vu. Mais j'ai vu que la première saison du coup. Mais t'as loupé la meilleure partie avec le quartier des plaisirs.
Avec le Oui, meilleur j'ai entendu prix. parler de ce truc. Ah, mais je n'ai c'est pas la vu. meilleure partie. Hein. C'est trop bien. Je regarderai à l'occasion. Ok. Et ben, donc, moi, j'ai fini avec cette review. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, Aliénor, sur des choses qui te seraient revenues par rapport à ton parcours que tu voudrais repréciser. Ça peut arriver, du coup. Ou si tu... ou autre. Ou sinon, bah, on va terminer l'émission tranquillement, comme elle a commencé. Oui, non, après là, je vois pas trop. J'ai décrit les points charnières de mon parcours, ce que j'aimais globalement. Donc, non, là, comme ça, je vois pas quelque chose à rajouter. D'accord, bah, très bien. Alors, je sais que, du coup, comme on a dit, on peut te retrouver sur plusieurs Discord. Voilà, où tu n'hésites pas à partager tes lectures et tes achats. Toujours très intéressant de voir les goûts de chacun et vous qui sont éclectiques pour le coup, comme on en a parlé. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu présent pour cette émission, d'avoir présenté cette œuvre effectivement sur laquelle je jetterai un coup d'œil parce que ça m'intrigue en tout cas pour voir un petit peu le style et creuser un peu ces personnages. Donc je te remercie. Puis n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur Discord et autres où on pourra te retrouver. Et bien encore une fois, merci. Et Merci de m'avoir invité. à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.